Alors moi, si j'avais 30 ans, j'aurais eu moins de certitude. J'aurais utilisé mon temps à faire des choses plus utiles. Si j'avais 30 ans, je n'aurais jamais une seule fois pensé à tuer le temps, parce que c'est la base même de la vie, il faut dire. Si j'avais 30 ans, j'aurais aspiré à être plus responsable et j'aurais posé des actes beaucoup plus responsables que ce que je ne l'ai fait. Si on m'avait encore ramené à mes 30 ans, j'aurais eu une attitude beaucoup plus sérieuse devant les options qui s'offraient à moi. Je pense que j'ai laissé filer trop d'opportunités, tout simplement parce que je n'avais pas été suffisamment regardant, ou peut-être que je me disais que de toutes les façons, j'ai le temps de revoir ça et de me redéployer. Je pense que j'ai réussi ma vie du point de vue professionnel et de la vie globalement, mais si on me ramenait à mes 30 ans, j'aurais beaucoup mieux réussi ma vie, ça c'est clair. Autant des options professionnelles, autant du point de vue du choix dans mes amitiés, autant du point de vue des conseils qui m'ont été donnés, que pas pris en compte comme il fallait et tout. Avec le recul, je me dis quel gâchis. Avec le recul, j'ai comme l'impression que beaucoup de trésors m'ont été offerts comme sur un plateau d'argent et que j'ai choisi très peu de choses, alors qu'avec un peu plus de concentration, un peu plus de sérieux certainement, que j'aurais été un individu différent et que j'aurais pu être beaucoup plus utile à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ça, ce sont mes regrets. Est-ce que tu penses que ceux qui avaient la charge de ton éducation n'ont pas été assez sévères? Ils auraient dû peut-être insister sur certains points. Alors moi, j'avais un père absent, en plus du fait qu'il était parfaitement compréhensif les quelques rares fois qu'on se voyait. Mais j'avais une mère très sévère qui était d'une verticalité extraordinaire et qui ne laissait aucune possibilité de discuter ce qu'elle pensait être juste et bon pour ses enfants. Et ça, c'est un couteau à double tranchant, dans la mesure où quand on suit ses conseils et quand on est sous le coup de son éducation, on est systématiquement à l'abri d'un certain nombre de choses qui déstructurent les jeunes ou qui les empêchent de s'épanouir dans le bon sens. Mais de l'autre côté aussi, il n'y avait quasiment aucune flexibilité, ce qui faisait que ça m'enlevait une bonne part de l'enthousiasme que je devais avoir en tant que jeune pour aller un peu vers l'aventure, expérimenter certaines choses moi-même et forger ma personnalité. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, quoi. Soit on est hyper sécurisé et on en sort un tout petit peu étranger à la vie, ou alors on vous laisse vous épanouir tout seul, auquel cas on court beaucoup de risques dans la vie d'être impacté négativement par les dangers ambiants, on va dire, quoi. En plus simple, on ne peut pas tout avoir. Donc moi, ma mère a été hyper stricte. Elle n'a pas voulu que ses enfants déraillent et elle a voulu leur assurer un strict minimum, et je pense qu'elle l'a réussi avec brio. En même temps, c'était une telle camisole de force que nous n'avons pas pu expérimenter nous-mêmes ce que moi j'appelle l'enthousiasme de la vie. C'est plus tard dans ma vie que j'ai pu le faire, quand j'ai été complètement autonome. C'est ça. Donc, non, moi, le conseil que je donne aux jeunes, c'est vraiment d'avoir une bonne conscience du temps. C'est extrêmement important. Un être humain, il se construit, il se forge, il s'épanouit. Un être humain est appelé vraiment à être le meilleur qu'il puisse être et à être utile aux autres. Donc c'est un gâchis extraordinaire que de ne pas faire ce qu'on a à faire au moment opportun. Il est important dans sa vie de pouvoir faire le distinguo entre ce qui est essentiel, utile et important, et ce qui est, on va dire, superfétatoire dans la vie. Le superfétatoire, c'est tout ce dont on peut se passer dans la vie et que malgré ça, il n'y a pas d'impact négatif. Donc, on doit s'amuser, certes, mais bon, on ne meurt pas parce qu'on ne s'amuse pas. Et donc, il faut savoir quand s'amuser, c'est quand vraiment vivre une vie sérieuse pour forger l'être qu'on doit être.
on doit devenir plutôt. Avoir le sens des priorités, c'est ça. Alors, le sens des priorités, c'est un sujet extrêmement vaste et complexe, mais très intéressant aussi, parce que les priorités, à mon avis, peuvent s'inscrire dans le temps de manière ponctuelle. Les priorités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain et vice-versa, mais pour tout ce qui nous concerne, et surtout ce qui est lié à l'atteinte d'objectifs, bien entendu, il faut savoir établir les priorités et les observer pour passer d'un point à l'autre. C'est très important. Quand on est tout jeune, priorité, c'est de se forger, de devenir quelqu'un à travers l'éducation familiale et l'instruction, et pas autre chose. Et une fois aussi qu'on est jeune adulte dans la vie, la priorité, c'est de se forger un avenir certain. Et donc, il faut éviter toutes les sources de distraction, et ainsi de suite. Quand on est parent, la priorité, c'est de s'assurer qu'on a une famille digne de ce nom, de la protéger, la préserver et d'aider tous les membres de la famille à s'épanouir. Donc, tu comprends que comparativement à 20 ans en arrière, ce n'est pas la même priorité. Et puis, quand on rentre de pied dans le deuxième ou le troisième âge, les priorités sont ailleurs. Donc, il faut avoir le sens de la priorité, mais il faut aussi être lucide et avoir conscience du temps qui passe et du rôle qu'on joue pour soi-même et pour les gens autour de soi. Des conseils sur la gestion des finances. Alors, malheureusement, quand on est jeune, et ça dépend de là où on est, honnêtement parlant. J'ai eu la chance d'aller faire des études à l'étranger, et ce qui m'a le plus choqué dans un premier temps, c'était de voir de jeunes personnes de mon âge, ou même plus jeunes que moi, qui travaillaient et qui géraient leur propre argent. C'était une nouveauté pour moi. J'étais chanceux d'avoir un peu d'argent de poche jusqu'à mon bac, et il n'a jamais été question pour moi de travailler, et donc mon pouvoir d'achat dépendait du bon vouloir de mes parents, et je n'avais aucune expérience de ce point de vue jusqu'à ce que je m'en aille. J'arrive sur place, je trouve des copains, par exemple, des copains de classe qui, eux, depuis l'équivalent de la classe de 3e, ont boulot d'été ou même pendant l'année scolaire, à faire ceci, cela, tondre la pelouse du voisin, distribuer du lait ou des journaux, ont eu l'habitude de gagner un peu d'argent. Et donc, chemin faisant, ils ont aussi compris que la gestion financière était essentielle parce qu'ils ont gagné l'argent à la sueur de leur front. Alors que moi, j'ai reçu ma bourse et un petit montant d'appoint de mes parents. Et j'avoue que ce que je faisais de mon argent en ce moment-là était fondamentalement différent de ce que les autres faisaient de leur argent. C'est là-bas que j'ai appris le concept d'épargne, par exemple. Parce que bon, c'est des gens qui, parce qu'ils savaient qu'il leur fallait une voiture en première année d'université, avaient commencé à épargner de l'argent depuis 4-5 ans et ont pu avoir suffisamment d'argent à avancer et prendre un prêt pour avoir leur propre véhicule. Et moi, pendant ces 5 années-là, je n'avais rien fait, je n'avais même pas conscience de cette possibilité. C'est pour dire que, pour ce qui est de la gestion financière, on n'en sait rien tant qu'on ne nous met pas le pied à l'étrier. Et ça, c'est très très important. Apprenez à parler à vos enfants et mettez-les dans des conditions où ils ont conscience de la valeur de l'argent, de ce qu'il faut en faire pour qu'ils soient le plus outillés possible, le mieux outillés possible quand ils arrivent à l'âge adulte. Autrement, on est devant le risque de mal gérer ses finances et de se retrouver dans des situations extrêmement difficiles, ça c'est clair. Donc on est plus à même à gérer l'argent quand c'est nous-mêmes qui gagnons cet argent-là. Absolument, absolument. Les comportements sont différents selon qu'on reçoive de l'argent comme ça de ses parents ou d'une source tierce, sans effort, par rapport au fait qu'on gagne l'argent soi-même. Une personne qui a appris à gagner son argent connaît ses priorités, a conscience de la pénibilité qui vient avec le fait qu'il gagne cet argent-là, et la plupart du temps, ils savent utiliser l'argent à bon escient, comparativement à quelqu'un qui reçoit juste de l'argent et qui se dit, bon, je vais le dépenser, et ignorer encore, sans prendre conscience de ce que ça prend pour gagner ça. L'argent se mérite et qu'il faut aussi savoir mettre de côté pour faire face à des lendemains de plus en plus incertains. Relation amoureuse.
Il y a une question. Relation amoureuse, quel Ah, mais conseil pour les jeunes? ça c'est prétentieux. Je ne prétendrai jamais pouvoir donner des conseils en relation amoureuse aux jeunes de manière générale. Moi, j'ai vécu une vie, j'ai une expérience personnelle et je ne peux pas être prétentieux au point de penser que ce que je sais peut s'appliquer dans la vie de tout un chacun. C'est assez clair. Okay. Je pense que si nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre, il y a 8 milliards de cas possibles d'expérience et de vécu, surtout en termes d'amour sur Terre. Par contre, il y a un certain nombre de choses que nous partageons tous. Par exemple, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc, quand on veut attraire quelqu'un d'autre dans sa vie à soi, parce que la présence de cette personne est importante pour nous, il faut que nous soyons sur notre meilleur jour et que nous soyons attentifs aussi aux desiderata de l'autre et que nous trouvions un moyen d'être en osmose avec cette personne. C'est très, très important. Du haut de mon expérience personnelle, je me rends compte de toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie passée et qui étaient constituées d'attitudes plus ou moins contraires ou antinomiques à ce que je voulais. Comment peut-on vouloir être heureux et poser des actes qui rendent l'autre personne qu'on est supposé aimer malheureuse? Ça ne marche pas. C'est clair et net. Donc, il faut apprendre à être attentif, avoir le sens de l'autre, avoir assez d'empathie et être véridique avec soi-même avant de prétendre pouvoir être véridique avec l'autre ou les autres. Pour moi, l'amour, c'est la profondeur dans la simplicité. Pourquoi est-ce que je dis ça? La profondeur, parce qu'il faut aller le plus loin possible dans la compréhension mutuelle des uns et des autres et aller chercher pratiquement avec les dents ce qu'on sent au fond de ses tripes, parce que c'est ça qui nous rend heureux, mais aussi dans la simplicité, parce que quand les choses sont trop complexes, quand c'est la confusion plus ou moins, quand on embrouille l'autre, parce qu'aujourd'hui on est comme ceci, demain on est comme cela, ça rend la vie quasiment impossible. Donc, pour nous aimer, il faut que nous soyons d'abord faciles, que les gens puissent nous aborder relativement facilement, mais il faut aussi nous ayons quelque chose à offrir. Et c'est dans cela que réside la profondeur. Chaque fois que j'ai aimé, j'ai ressenti le besoin d'être proche de l'autre. J'ai ressenti le besoin de complémentarité, autant dans le fait que moi, je voulais tout le temps donner pour bien me sentir dans la relation, que je voulais aussi recevoir pour quelque part être rassuré sur le fait que j'existe pour l'autre. C'est très très important. J'ai vu trop de gens être dans des relations pour être dans des relations, se voir périodiquement, vivre une certaine superficialité qui, à mon avis, n'aide pas à construire une relation. Une relation se construit dans la patience, dans la volonté, dans la générosité. Donner des conseils aux jeunes est extrêmement difficile. Donner des conseils aux vieux est beaucoup plus facile parce que la personne a déjà expérimenté un certain nombre de choses dans sa vie et pour lui ouvrir les yeux sur ses insuffisances, il suffit de pouvoir mettre le doigt sur la faille, quoi, en quelque sorte. Alors qu'avec les jeunes, il y a quand même une sorte de fossé, une sorte de conflit de génération, on va dire. Et surtout, il s'agit des jeunes d'aujourd'hui qui ont un vécu complètement différent de ceux qui ont, on va dire, 50, 60 et 70 ans aujourd'hui. C'est clair et net, les jeunes ont un sens beaucoup plus immédiat de la vie, les choses se déroulent infiniment plus rapidement pour eux, et la notion de patience et la notion d'avenir est complètement différente de ce que nous pouvons avoir comme notion. Donc aujourd'hui, je me rappelle bien que moi, mes parents me disaient, mais sois patient, ton mur n'est pas encore venu, regarde, un tel a fait telle chose à tel âge, ainsi de suite. Donc il y avait un certain nombre de repères et de concepts qui faisaient que on rythmait les choses à une certaine cadence. Aujourd'hui, un jeune qui vit la vie qui est la sienne, dans les réseaux sociaux, dans des dynamiques autres que celles d'avant, ne peut pas comprendre qu'on lui tienne un langage comme ça, parce qu'il y a des stars adolescents, il y a des personnes qui ont percé dans la vie à travers des canaux complètement différents, qui n'ont pas forcément choisi la voie de l'instruction
ou d'autres voies dites classiques et qui réussissent, entre guillemets, des choses. Et donc, qui est qui pour dire à ces jeunes-là que c'est pas une vie bonne? Voilà, c'est clair et net. Donc, il fonctionne plus par émulation, il fonctionne plus par fait de mimer ce qui se passe autour d'eux qu'à travers des valeurs intrinsèques et des repères familiaux, on va dire. C'est extrêmement différent. Aujourd'hui, ce sont les parents qui essaient de s'adapter à la vie des jeunes et de s'accrocher au train que le contraire. Forcément, avant, les jeunes venaient prendre leur inspiration auprès des parents, parler aux sages et faisaient un ancrage. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si vous êtes un parent qui ne comprend pas comment fonctionnent les réseaux sociaux, ni la dynamique des jeunes, ni leur langage, vous êtes vous-même largué et vos enfants sont des étrangers sous votre toit. Chacun vit comme bon lui semble, pourvu qu'il ne soit pas une nuisance pour son voisin. Disons ça le plus clairement du monde. Mais bon, disons aussi que quelque part, vraiment, on n'est pas la même personne quand on a 20 ans, 30 ans, 40, 50 et 60 ans et plus, c'est clair et net. Et donc, on ne peut pas être dans une tranche d'âge qui nous interpelle sur des réalités spécifiques et avoir un comportement qui sied mieux à une tranche d'âge inférieure. Ce n'est pas possible. Forcément, quand on a eu la chance d'avoir vécu jusqu'à un certain âge, on doit être beaucoup plus responsable, avoir plus de recul, prendre plus de hauteur par rapport aux réalités de la vie et se consacrer davantage à ce qu'on peut apporter à la vie qu'à en prendre, c'est clair et net. Je ne suis pas contre une personne qui a 60 ans, qui va dans un bar de temps en temps, fumer son cigare et prendre un verre et profiter de la vie. Mais je ne comprends pas quelqu'un qui en fasse son vécu de tous les jours. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est là que je dis, il faut arrêter de faire les cons et vivre la vie que vous méritez en quelque sorte, compte tenu de votre âge. Je pense qu'à 60 ans, nous devons être des sources d'inspiration et un socle solide pour les générations plus jeunes, que ce soit nos enfants ou des personnes avec qui nous sommes en relation. Nous devons pouvoir leur apporter beaucoup plus que simplement de vivre une vie superficielle et sans but précis. Qu'est-ce que ça fait d'être intelligent? C'est quoi l'intelligence? Je pense que c'est un stock potentiel qu'on a, mais malheureusement, on ne peut le développer que quand on est dans les bonnes conditions. Il faut être planté dans un bon terreau pour pouvoir fleurir et donner les meilleurs résultats possibles. C'est ça. L'intelligence, c'est pas un mérite. L'intelligence, c'est une chance méritée. C'est très bien tourné, j'adore cette formule. Merci. Au prochain arrivée.